Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Les corps de 3 nouvelles victimes du renversement d'un autocar à Rachidi ont été retrouvés. Le bilan de cet accident tragique s'élève désormais à 17 morts. Le chauffeur du véhicule qui avait pris la fuite s'est finalement rendu ce matin. Le président de l'association d'amitié parlementaire Japon-Maroc est au Maroc. Hirofumi Nakasone, qui a été reçu par le président de la Chambre des représentants, a fait part de la volonté de son pays de renforcer les relations parlementaires avec le royaume. Faire connaître les traditions séculaires et les personnages fictifs liés à la fête de Ashura, à Hil Mohammedi à Casablanca, 2 associations locales ont organisé des ateliers et des festivités au profit des enfants du quartier qui en savent désormais un peu plus sur le fameux Baba Aïchour. Nous terminerons cette édition avec ce record mondial. Elle est devenue mère, mais elle est surtout devenue la femme la plus âgée au monde à avoir donné la vie. Une Indienne de 74 ans a accouché de jumelles. Un miracle selon le corps médical. Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan continue de s'alourdir. Les corps de 3 nouvelles victimes du renversement d'un autocar à Rachidia ont été retrouvés. Le bilan de l'accident tragique survenu au niveau du pont Oued Drchmen s'élève ainsi à 17 morts. Les services de la protection civile et de la gendarmerie royale sont toujours mobilisés pour rechercher les autres éventuelles personnes portées disparues, dont des enfants. Quant au chauffeur de l'autocar qui avait pris la fuite, il s'est finalement rendu ce matin aux autorités sanitaires de l'hôpital régional Moulay El Shrif. Reportage Abdessamad Taam sur un récit de Rizla Dabi. Il est 10h30. Le corps de la 17e victime vient d'être renfloué. Les éléments de la protection civile et de la gendarmerie royale travaillent d'arrache-pied depuis hier. 4 Zodiacs passent toute la rivière au peigne fin. Le nombre des rescapés s'élève à 30 personnes. Cette tragédie nous a choqués. C'est dramatique. Un hélicoptère sillonne toute la zone à la recherche de corps de victimes ou d'éventuels survivants. Une délégation ministérielle a fait hier le déplacement sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Vous savez, les choses ont commencé à changer avec les changements climatiques, la collaboration entre les autorités, les familles des victimes et les administrations concernées est le seul moyen de surmonter cette épreuve. Le chauffeur du bus qui s'est renversé dimanche au niveau du pont enjambant la rivière d'Amshan avait pris la fuite juste après l'accident. Il s'est ensuite rendu aux autorités ce matin. En attendant qu'il soit soumis à une enquête judiciaire, il a été placé dans un pavillon spécial pour recevoir les soins nécessaires sous la surveillance des services de sécurité. Des villages isolés et des maisons effondrées, les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours au niveau de la région de Ouarzazate ont enclavé plusieurs douars. La province connaît depuis la mi-août un temps instable et des averses orageuses. La direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale a relevé qu'il a été procédé au dénombrement des établissements d'enseignants se trouvant dans des zones à risque d'inondation ou d'éboulement. Des instructions ont été données aux directeurs de ces établissements pour rester vigilants afin d'éviter de possibles conséquences des mauvaises conditions climatiques sur les élèves et le corps enseignant. Des hectares de forêt décimés par le feu à Chefchaouen. Plus de 820 hectares de terre ont été ravagés par l'incendie qui s'est déclaré il y a une dizaine de jours, le 29 septembre plus exactement. Une fois le site examiné dans son intégralité, le bilan pourrait encore s'alourdir. Le feu est maîtrisé, mais 250 pompiers sont toujours mobilisés. La surveillance est de mise afin d'éviter toute nouvelle reprise. Reportage d'Erbenzina et Khalid Reitou. Le commentaire est de Salim Abneb. Les massifs, les terres, la pinède, les secours ont vu partir en fumée toute la végétation. Cette nuit, après 10 jours de lutte acharnée, ils sont parvenus à stopper la propagation du feu, annoncé finalement comme maîtrisé cet après-midi. Les premières statistiques révèlent que 820 hectares de terre sont partis en fumée. Tous les moyens humains et matériels ont été utilisés durant ces 10 derniers jours. 4 avions Canadair étaient mobilisés ainsi que 4 autres de type turbotruck.
Et pour venir à bout de cet incendie, un important dispositif est resté sur place jour et nuit. 250 soldats du feu ont été mobilisés. Une intervention rendue très difficile par les reliefs compliqués et certaines zones quasi impraticables. Lorsque nous sommes informés d'un départ, d'incendie, le plus important pour nous est d'arriver au plus vite sur place. Ensuite, il nous faut évaluer l'ampleur de l'incendie pour savoir s'il est possible d'utiliser les camions si un chemin praticable est proche. La surveillance est toujours active, les opérations de noyage se poursuivent ce soir et demain afin de prévenir et d'éviter toute éventuelle reprise de feu. Le nord de l'archipel des Bahamas reste plongé dans un grand chaos et la phase d'urgence n'est pas terminée. L'ouragan Dorian a fait au moins 45 morts selon un nouveau bilan publié aujourd'hui. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Beaucoup de personnes sont encore portées disparues. Dorian est arrivé samedi soir à Halifax, capitale de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse. Bien que l'ouragan se soit affaibli, il reste dangereux. Après avoir détruit les Bahamas et passé la côte atlantique des États-Unis, Dorian a été relégué dans un cyclone post-tropical très intense. 2 attaques ensanglantes. Le Burkina Faso, 29 personnes ont été tuées au nord du pays. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale faisant une quinzaine de morts et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres. Les 2 attaques ont eu lieu dans la région du centre-nord. Il n'y a pour l'instant aucune revendication selon le gouvernement. Cette attaque a été perpétrée par des terroristes. Les talibans menacent de faire souffrir plus que tout autre les États-Unis après la rupture spectaculaire par le président américain Donald Trump des négociations sur le conflit en Afghanistan, même si les 2 parties ont laissé la porte ouverte à une future reprise du dialogue. En quelques tweets, Donald Trump a annulé les pourparlers en cours depuis 1 an avec les insurgés qui semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord après 18 ans de conflit en Afghanistan. La raison invoquée pour ce coup de théâtre, l'attentat meurtrier de jeudi dernier à Kaboul, revendiqué par les rebelles et qui a notamment tué un soldat américain. Créée depuis 40 ans, elle est considérée comme la plus ancienne association parlementaire au Japon, l'association d'amitié parlementaire Japon-Maroc. Son président, Hirofumi Nakasone, est au Maroc où il effectue une visite de travail. Il a été reçu par le président de la Chambre des représentants, Habib Melki, à qui il a fait part de la ferme volonté de son pays de renforcer les relations parlementaires avec le royaume. Reportage Mehdi Foudi et Yousf Lotfi. C'est un accueil chaleureux pour le président de l'association d'amitié parlementaire Japon-Maroc. Hirofumi Nakasone a été reçu ce lundi par le président de la Chambre des représentants, Habib Melki. Les 2 parties ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations bilatérales entre les 2 pays qui entretiennent des relations exceptionnelles dans les différents domaines, surtout au niveau politique. Cette rencontre intervient à quelques jours seulement de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, où le Japon avait réaffirmé sa non-reconnaissance de la pseudo-RASD. La position du Japon concernant le dossier du Sahara est constante. Nous saluons les efforts déployés par les Nations Unies et nous souhaitons trouver une solution convenable pour les différentes parties dans ce cadre. Les relations entre les 2 pays sont basées sur la confiance, la collaboration et la coordination. Hirofumi Nakasone a été également accueilli par le vice-président de la Chambre des conseillers, Abd Samad Qayyouh. C'était lors d'une 2e réunion au cours de laquelle la délégation japonaise a pris note du grand potentiel du royaume qui attire les investisseurs japonais, puisqu'il s'agit de la 2e destination des investissements du pays sur le continent africain. Nous comptons près de 60 entreprises japonaises au Maroc qui emploient plus de 60 000 travailleurs. Le nombre des investissements japonais est toujours en hausse. Cette visite d'amitié et de travail s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de la coopération bilatérale entre les 2 pays au niveau parlementaire. L'objectif est d'échanger les expériences et consolider la coordination maroco-nippone concernant plusieurs sujets d'intérêt commun. Arrêtons-nous à présent sur cette étape importante vers la généralisation de l'AMO et d'un régime de pension au profit des travailleurs indépendants. 3 premières catégories de professionnels marqueront le démarrage effectif de cette assurance obligatoire pour les professions libérales. Il s'agit des sages-femmes, des hadouls et des kinésithérapeutes. Plus d'explications dans ce reportage de Abdel Fattah Moumen, Amina Ben Khalq pour le récit.
Mohamed Ben Maïzou est l'un des 3000 adouls qui exercent au Maroc. Il pourra désormais bénéficier de l'assurance maladie obligatoire et du régime de pension. 10 000 autres professionnels indépendants parmi les sages-femmes et les kinésithérapeutes pourront aussi commencer à cotiser. La nature de notre profession fait que nous subissons un stress particulier lié à l'effort monstre que nous fournissons au quotidien. Les maladies sont donc récurrentes parmi les adouls. Nous avions réellement besoin de cette couverture sociale. L'extension de cette couverture sociale à d'autres professionnels se fera progressivement. Pour l'instant, 14 premières catégories et sous-catégories de bénéficiaires ont été fixées par le gouvernement. Ce régime de pension est obligatoire pour les professionnels dont le revenu annuel est supérieur à 1,5 fois le SMIC. Pour les indépendants dont le revenu est inférieur à 1,5 fois le SMIC, l'adhésion est facultative. Le gouvernement a lancé la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et du régime de retraite en ciblant d'abord les professions représentées par des associations comme les médecins, les dentistes, les infirmiers et les chauffeurs de taxi. Le défi pour l'exécutif sera d'intégrer et d'identifier ceux qui exercent une activité non structurée. Trouver un logement étudiant à proximité des universités est une mission difficile, surtout pour ceux qui viennent de loin. Pour faciliter la vie à ces étudiants en provenance d'autres villes, des structures d'hébergement sont mises en place à l'image du foyer de l'université Hassan II de Casablanca. Cette année, la résidence accueille 245 étudiants. Reportage Abdelrahim Bouhdioui, récit Rizlan Taibi. Cette jeune étudiante originaire de l'Aïoun va passer ce soir sa première nuit dans cette résidence universitaire. Ce foyer est une véritable manne pour elle, dont la famille habite à plus de 1000 km. Je suis venue de l'Aïoun et je suis très chanceuse d'avoir trouvé cette chambre. Les conditions sont très convenables. Le prix est symbolique, il permet seulement de couvrir les frais de fonctionnement du foyer. Surtout les frais de fonctionnement. Plusieurs étudiants bénéficient des services de ce foyer co-géré par la Fondation Mjid et la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Sa Majesté le roi Mohamed VI a inauguré ce foyer en 2003. On avait au début 92 pensionnaires. Aujourd'hui, nous en sommes à 245. Ce foyer permet d'absorber le nombre croissant d'étudiants au campus de l'université Hassan II. Ces facultés comptent cette année 44 000 étudiants, dont presque 16 000 viennent de régions lointaines. Faire connaître les traditions séculaires et les personnages fictifs liés à la fête de Ashura à Hil Mahmadi, ici à Casablanca, 2 associations locales ont organisé des ateliers et des festivités au profit des enfants du quartier qui en savent désormais un peu plus sur le fameux Baba Achour. Ce sont des images de Saïd Benzizou commentées par Amina Bkhalq. Des poupées géantes et des déguisements en peau de mouton, tous les ingrédients sont réunis pour une Ashura réussie. Ces enfants de Hil Mahmadi la fêtent à leur manière, en se surpassant dans les différents ateliers organisés dans leur quartier par la société civile. Je suis heureuse de participer à cette fête qui réunit tous les enfants du quartier. C'est une journée exceptionnelle car Ashura rassemble nos familles, elle nous permet aussi de recevoir des cadeaux. Car l'ambiance est aux festivités, mais aussi au partage et à la transmission de tout un patrimoine. L'idée est de montrer à nos enfants comment nous célébrions Ashura. Entre Baba Achour et Sba' Boulbtaïn, nous nous amusons à travers ces personnages fictifs. Ces ateliers ont pour objectif de faire connaître aux plus jeunes certaines de nos traditions. Des traditions séculaires également célébrées en musique. C'est sur ces sonorités gnawi que cette journée de fête, de charité et de partage s'est clôturée. Nous terminons cette édition avec ce record mondial. Elle est devenue mère, mais elle est surtout devenue la femme la plus âgée au monde à avoir donné la vie. Mercredi 4 septembre, une Indienne de 74 ans a accouché de jumelles. Un record mondial, mais surtout un miracle selon le corps médical. Les détails avec Salima Bnabou.
Tout vient à point, à qui c'est attendre? C'est sans doute cette leçon de vie que retiendra Mangayama. Mariée depuis 54 ans, la septuagénaire n'avait jamais eu d'enfant, malgré plusieurs tentatives. Elle a donc décidé de se lancer dans une procédure de fécondation in vitro avec son époux. Et cette fois, c'était la bonne. L'heureuse maman a donné naissance par césarienne à des jumelles. Un miracle selon le corps médical qui a dû suivre de très près cette grossesse pas comme les autres. In the first attempt, she was pregnant. Lorsque nous avons appris que Mangayama était enceinte, c'était incroyable. Dès l'instant où nous l'avons su, nous avons formé 3 équipes médicales. L'une pour surveiller de très près sa grossesse, ses bébés, la deuxième devait surveiller ses besoins nutritionnels et la troisième de la santé générale de la maman. Toute la famille est aux anges, à commencer par la mère de Mangayama, âgée de 95 ans. Elle a fait le déplacement jusqu'à l'hôpital de Guntur, dans le sud-est du pays, pour rencontrer ses 2 petites filles et entourer les nouveaux parents. Je suis très contente et tendue. Ma fille enfin est devenue mère et nous allons nous occuper des enfants tous ensemble. J'ai toujours voulu une petite fille, maintenant j'en ai 2. Je suis très heureuse. La petite famille restera sous surveillance pendant 21 jours et les 2 petites seront nourries grâce à la banque de lait. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le bilan continue de s'alourdir. Les corps de 3 nouvelles victimes du renversement d'un autocar à Rachidia ont été retrouvés. Le bilan de l'accident tragique survenu hier au niveau du pont Oued Drchmen s'élève ainsi à 17 morts. Les services de la protection civile et de la gendarmerie royale sont toujours mobilisés pour rechercher les autres éventuelles personnes portées disparues, dont des enfants. Quant au chauffeur de l'autocar qui avait pris la fuite, il s'est finalement rendu ce matin aux autorités sanitaires de l'hôpital régional Moulay Ali Sharif. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Rarfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.